Bonjour et bienvenue dans notre webinaire que nous tenons tous les 15 jours pour vous aider à bien réussir le programme et la méthode Happy Job Consulting. Alors on va quand même résumer ce qu'est Happy Job Consulting, car il faut se le rappeler, c'est une chasse de tête à l'envers. Moi, je suis chasseur de tête. Les entreprises me demandent de trouver des cadres supérieurs et des dirigeants. Je définis le poste avec eux, en consensus avec l'équipe de direction, et pas seulement le président, pour m'assurer que le nouveau venu sera accepté. On définit le profil idéal, puis on cible les candidatures, puis on les approche, qu'elles recherchent ou non d'ailleurs. Si les gens recherchent et sont ouverts, eh bien, tant mieux, ça facilite le recrutement, mais nous cherchons partout. On utilise des moyens de communication les plus divers. On envoie des mails, on envoie des SMS. Comme c'est discret, on utilise plutôt le téléphone en fin de journée, même les week-ends. Dans ces cas-là, j'avertis à l'avance que je vais appeler. Et puis, on a les interviews. Dans la chasse de job, c'est exactement l'inverse. Au lieu de partir de l'entreprise pour aller recruter un individu, c'est un individu qui, par diverses méthodes, celles que je recommande, notamment, va chercher une entreprise qu'il va cibler et il va recruter une personne qui s'appelle son employeur. Donc il va lui-même choisir son avenir. C'est un recrutement. Alors la chasse de job implique au départ de savoir ce que l'on recherche. Et donc on recherche un job où on veut être épanoui, on veut qu'il soit rémunérateur, qu'il soit dans une ambiance agréable, probablement aussi dans un lieu géographique que vous souhaitez. Ça peut être près de votre domicile, ça peut être ailleurs, ça peut être à l'étranger. Et puis il y a des diverses techniques pour approcher les futurs employeurs. Il y a des méthodes pour les convaincre. L'interview en est une. C'est la seule finale. Mais vous avez les curriculum vitae, les correspondances, les mails qu'on peut envoyer, sont d'autres moyens de convaincre. Donc c'est la même chose, mais à l'envers. C'est un peu comme quand on atterrit en avion. À un moment donné, le jet s'inverse et l'avion freine. On inverse le sens du jet. Et là, c'est pareil. C'est une recherche, une chasse de tête destinée à trouver un employeur. C'est-à-dire pour cette raison que j'ai eu l'idée de trouver ce seul moyen efficace pour trouver un job. Et l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas être passif. C'est une façon très active de trouver un poste. Il faut être autopropulsé, il faut avoir confiance en soi, il ne faut pas être timide, il faut approcher des inconnus. C'est vrai d'ailleurs de la chasse de tête. Si quelqu'un est timide, il ne va pas approcher les meilleurs candidats. Il en est de même dans la chasse de job, le job hunting, comme on dit aux États-Unis. Le job hunting est un nouveau métier qui existe depuis déjà une dizaine d'années en Amérique et qui est en train de se créer en Europe, dont je suis probablement un des représentants rares en France. Mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Une industrie qui n'a qu'un détenteur ou qu'une entreprise, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait plusieurs concurrents pour que le meilleur gagne, mais que ça corresponde à un marché. Si on est tout seul, il faut se méfier. Alors reprenons maintenant le sujet du jour.
Le sujet du jour, avant les questions, on a 2 questions tout à l'heure, mais le sujet du jour, ça va être un peu différent de ce que j'ai fait d'habitude. Je choisissais 3 ou 4 sujets pour compléter, au fond, les informations qui se trouvaient dans les 5 étapes de la méthode, les 25 modules que vous êtes en train, je suis sûr, de lire, de faire les exercices de validation et que vous progressez vers la mise en place de la recherche de votre poste idéal. Il y a des blocages. Ces blocages sont soit matériels, soit psychologiques, soit de compréhension, tout simplement, qui empêchent les chercheurs de job de réussir la découverte de leur poste. Ces blocages sont multiples et on va en examiner un certain nombre. J'ai choisi des blocages en fonction des entretiens que j'ai avec vous. Régulièrement, les gens m'appellent, me disent « je suis bloqué là-dessus, que feriez-vous dans telle situation? Je ne trouve pas assez de cibles, j'hésite entre 2 plans professionnels différents qui correspondraient à ma personnalité. Est-ce que vous êtes partisan d'avoir une campagne d'email ou est-ce que quelle est la méthode la meilleure pour contacter les cibles, voilà, etc. Donc on me pose toutes ces questions. Également dans l'interview, on me pose des questions du genre quand faut-il parler de son salaire et de sa rémunération? À quel stade de l'interview faut-il soulever le sujet? J'ai donc décidé de consacrer ce webinaire au blocage. Si vous retrouvez un de vos blocages, eh bien, vous aurez peut-être la réponse à une question que vous vous posez. Si vous réussissez sans le moindre blocage, ce webinaire vous sera quand même utile parce qu'il vous permettra d'améliorer encore la fluidité des 5 étapes. On va commencer par les blocages qui se font au niveau donc de l'auto-évaluation. Au moment de l'auto-évaluation, il faut simplifier les choses. On peut faire une analyse très complexe de l'œuvre, si vous voulez, de qui on est. Mais en fait, les choses sont beaucoup plus simples. Vous avez typiquement 3 à 5 critères de compétences. C'est 3 à 5 choses que vous savez faire. La comptabilité, l'ingénierie de tel secteur, la chimie, la direction générale, c'est aussi tel pays, tel marché, le marché des produits de consommation, la publicité. Bon, ça, ce sont des compétences. Et puis, vous avez des traits de personnalité qui sont votre caractère, la façon dont vous travaillez, si vous êtes nerveux, rapide, lent, réflexif, si vous travaillez en groupe, si vous aimez être solitaire pour réfléchir, sans vous faire aider par qui que ce soit. Chacun a ses valeurs aussi. Et puis, vous avez votre vie a une histoire, votre vie professionnelle a une histoire, et vous avez 2, 3, 4, 5 succès que vous avez obtenus selon la durée de votre vie, et puis selon le critère que vous appelez un succès. Donc, il faut que vous rassembliez tout cela, que vous mettez bien vos critères de compétences, ce que vous savez faire, les traits de personnalité, comment vous êtes perçu par autrui, interroger les amis, il faut interroger votre époux, vos compagnons, vos amis proches, vous leur demandez comment ils me perçoivent. Et puis, vous essayez de voir quelles sont les valeurs qui vont faire que vous choisirez ceci, vous rejetterez cela. Mettez ça bien par écrit sur une feuille, ainsi que les 3, 4, 5 succès
que vous avez obtenu dans votre vie professionnelle que vous pouvez mettre en avant. Alors, quelles sont les conséquences de cela? Il faut que vous réussissiez à faire émerger une histoire personnelle unique. Si quelqu'un vous pose la question, ce qui est inévitable au moment de l'interview, un directeur de ressources humaines ou un patron futur vous rencontre, il semble, après la lecture de votre curriculum vitae, que vous correspondiez à ce qu'il recherche, eh bien, il vous pose la question, parlez-moi de vous. Dites-moi en quoi ce poste peut vous intéresser. Donc, résumé, il vous demande de résumer. Alors, vous disposez de quelques minutes. Sinon, c'est trop long. Si vous vous installez dans un fauteuil et que vous commencez à raconter l'origine de votre vie, comme dans les romans du 19e siècle, là, tout le monde va s'endormir. Il faut qu'en 5 minutes, vous puissiez raconter votre histoire personnelle, mais il faut qu'elle soit unique. Il ne faut pas que vous disiez, j'ai fait un diplôme d'ingénieur à Grenoble, j'ai choisi telle spécialité, et puis après, je suis entré chez Schlumberger, où j'ai été directeur de ceci au bout de 10 ans, et ça ne suffit pas. Il faut que vous montriez des choses qui vous caractérisent personnellement, qui vous différencient. Car c'est sur la base de la différenciation que vous serez choisi par rapport aux autres. C'est normal. Donc, vous prenez vos critères de vos compétences, qui sont objectives. Vous prenez des traits de personnalité, de leadership, d'empathie ou autres. Vous indiquez vos objectifs, votre valeur, les gens avec qui vous entendez, et vos 2-3 succès obtenus dans une histoire absolument unique, personnelle. Il faut que vous fassiez apparaître les lignes directrices de votre parcours. Alors, même si c'est logique, parce que très souvent, on va à l'université, puis on prend un job parce qu'il rapporte de l'argent, et permet de vivre, si on est jeune marié, ou si on veut quitter sa famille et être indépendant, et les loyers et tout ça, il faut gagner de l'argent. Donc, vous prenez le poste qui vous est proposé. Très souvent, ce n'est pas logique. On a le poste 1, le poste 2, le poste 3, il y a eu auparavant des stages d'été. Vous essayez de mettre une logique là-dedans, il y en a certainement. Et vous essayez de créer une trame qui explique pourquoi vous en êtes là où vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire, vous décrivez votre entrée dans la vie active, c'est toujours intéressant. Pourquoi vous êtes intéressé à ce premier poste? Alors, c'est peut-être le second, s'il y a un stage que vous avez fait qui ne compte pas vraiment. Et vous décrivez votre entrée, vous identifiez un peu qui vous êtes. Je me suis intéressé à ce secteur parce que, telle raison. Et vous décrivez rapidement certains traits de caractère qui vous différencient. Vous vous intéressez à l'international, vous vous intéressez à la recherche, vous vous intéressez à tel type de produit, tel type de clientèle, tel type de secteur, quel pays vous ont intéressé. C'est très important d'arriver à créer cette histoire personnelle unique. On va y revenir plus tard dans la recherche de votre image, dans ce que l'on appelle l'elevator pitch. L'elevator pitch, c'est un terme américain qui veut dire la petite histoire qu'on raconte dans l'ascenseur à quelqu'un qu'on rencontre, qui est très important. C'est un président de société, vous le rencontrez dans l'ascenseur, il vous a connu vaguement, et il dit « Jack, bonjour, tu vas bien? Oui, qu'est-ce que tu deviens ?» Et il faut pouvoir, en 10 secondes, raconter son histoire et dire qu'on recherche un poste, qu'on a telle caractéristique, et qu'on cherche un poste. Alors j'ai
j'ai donné plusieurs fois l'exemple d'un cocktail où j'étais, qui honorait le président d'une grande banque américaine, qui était la Chase Manhattan Bank. Moi, j'étais là un peu comme spectateur, ami de divers membres de la banque, qui n'était pas une grande banque à Paris, c'était une filiale d'une banque américaine, la Chase Manhattan Bank. Et le président de cette banque mondiale, qui s'appelait David Rockefeller, de la fameuse famille Rockefeller aux États-Unis, qui étaient les actionnaires principaux de cette banque, avait une coupe de champagne, il était juste à côté de moi, et il m'adresse la parole, et il me dit, quel est votre domaine de concentration? En anglais, what's your focus? C'est très américain. J'ai dit en 12 secondes, il n'aurait pas écouté 20 secondes, il n'aurait écouté 30 secondes. On a 12 secondes pour bien expliquer qui on est. Et j'ai dit, je suis responsable comme consultant de recruter des patrons de banque, et notamment de banques d'affaires. Et il a trouvé ça très bien, ça avait un sens. Je suis chasseur de tête chargé de recruter des banquiers, et notamment des banquiers d'affaires. Par la suite, j'ai travaillé d'ailleurs pour cette banque. Alors, je ne sais pas s'il est intervenu, si c'était favorable ou non, mais je crois qu'on lui a dit, la personne que vous avez rencontrée à Paris, qui est spécialiste de recrutement bancaire, et ça lui avait plu. La réponse était positive. Et vous, c'est pareil, terre de compétences, vos traits de personnalité, il y en a 3 ou 4, et vos 2-3 succès obtenus. Voilà. Là, ça donne le cadre, et puis vous ajoutez, et je suis en recherche d'un poste dans tel domaine. Ça fait 5 minutes, 10 minutes, maximum. Mais vous pouvez concentrer et extraire de ce discours de 5-10 minutes qui définit votre histoire, vous le concentrez, vous faites, on en parlera par la suite, un petit discours de l'ascenseur, celui qui doit durer maximum 10 à 15 secondes. On va passer maintenant au blocage qu'on trouve dans le ciblage. Car une fois que vous savez qui vous êtes, que vous avez votre phrase, que vous l'exprimez bien, je reviendrai sur un point quand il y a des discussions sur l'auto-évaluation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs auto-évaluations que vous faites vous-même. Mais je prends la phase 2 qui est le ciblage. Ciblage, parfois difficile, car on vous demande de décider les entreprises que vous allez choisir comme futur employeur. Et vous allez le faire en fonction des critères de l'auto-évaluation. Personnalité, compétences, les secteurs dépendent de vos compétences. Votre personnalité déterminera l'environnement dans lequel vous souhaitez travailler, et les succès obtenus vous permettront de calibrer le niveau d'entreprise où vous pouvez entrer. Sous-directeur, directeur, enfin, dans la hiérarchie, il y a plusieurs niveaux. Chef de projet et directeur général d'une PME, d'une entreprise à taille intermédiaire, ou bien d'une grande entreprise, ou bien un département, une filiale étrangère, ou de votre potentiel qui parfois résulte de votre expertise et votre personnalité. Il y a des passages qui ne sont pas nécessairement dus à l'expérience, mais qui sont dus à son potentiel tel qu'on l'apprécie. Je vais revenir à un point sur l'auto-évaluation. Il y a parfois des contradictions, je disais, en ce sens que l'être humain n'est pas simple. Il est parfois complexe. Il peut avoir comme valeur de faire un travail industriel où on a bien réussi, mais vous pouvez aussi vous poser la question et vous dire ciblage A et le plan
et votre personnalité B, si je puis dire, à un niveau donné et dans un environnement donné, qui vous permet de faire des cibles précises. Et vous pouvez également avoir un plan B, qui consiste à dire, je voudrais l'expérience de l'étranger, me développer, aller dans tel domaine, et je peux le faire compte tenu de ma personnalité, même si je ne connais pas le secteur. Prenez un secteur différent, mais compatible. Donc, n'hésitez pas à avoir deux plans. Au contraire, vous développez vos chances, vous avez plusieurs lignes dans la rivière de l'emploi. Revenons au ciblage maintenant. Alors, le ciblage, il y a des blocages qui sont rendus difficiles parce qu'il n'y a pas de façon simple dans un secteur donné d'identifier les décideurs. Les réseaux sociaux ne les donnent pas toujours de façon précise, les annuaires non plus, les associations professionnelles n'existent peut-être pas. Donc, dans la plupart des cas, ce n'est pas difficile. Vous allez chez LinkedIn, vous prenez le nom de la société, vous cherchez les secteurs qui sont dans un domaine donné et vous trouvez l'ensemble de la concurrence. Vous pouvez faire une sélection d'entreprises. Mais dans certains cas, c'est difficile. Alors, comment faire pour ne pas être bloqué au niveau du ciblage? Alors moi, je recommande que vous preniez vos préférences de secteur, que dans les secteurs, vous contactiez les associations professionnelles ou les entreprises de votre région, de votre secteur, qui sont les plus importantes, petites, moyennes, grandes, mais enfin on peut avoir la liste, que vous ayez de rencontrer des personnes de ces secteurs, entreprises, et que vous voyez les concurrents des entreprises précises que vous avez déjà rencontrées. Donc, il faut voir tout cet environnement. En général, trouver deux types de décideurs. Vous trouvez le décideur opérationnel, qui peut être le président, le directeur général, le gérant, le directeur de division ou le directeur commercial, selon les niveaux où vous recherchez. Et puis vous avez un autre qui est des ressources humaines, qui peut être soit le directeur des ressources humaines dans certaines entreprises plus petites, soit une personne à qui on a délégué les recrutements, qui est une sorte de directeur des talents, ou un directeur des recrutements ou directeur du développement, qui est chargé de prévoir les recrutements à venir et de les réaliser par tout moyen. Cette personne, c'est son boulot de vous recevoir, car il veut accumuler des informations sur tous les gens qui veulent entrer dans l'entreprise et qui sont qualifiés. Il ne ferait pas son boulot si vous ne voyez pas. Alors, vous avez déjà des contacts. Dressez-en une liste. Dans les entreprises cibles dont vous ferez la liste, vous essayez de trouver ces deux catégories de contacts, au niveau des ressources humaines et au niveau opérationnel. Vous voyez leur background, vous pouvez entrer en contact avec eux. Au pire, vous appelez l'entreprise. Elle a un numéro de téléphone, quelqu'un répond à l'accueil, vous demandez à parler à tel département, vous demandez à parler à tel directeur de département, un opérationnel ou un homme de ressources humaines. On vous passera quelqu'un, vous aurez peut-être son assistante, très bien, selon les cas, et vous commencez à poser des questions sur l'entreprise, les recrutements qui peuvent être amenés à faire, vous expliquer votre objectif, et éventuellement vous demandez un rendez-vous s'il y a une recherche possible ou un intérêt mutuel possible. Le fait qu'il y ait une recherche formalisée
évidemment, facilite les choses. Mais si elle ne l'est pas, et que simplement il y a un intérêt général, n'hésitez pas à avoir l'entretien. Car peut-être qu'en vous voyant, ils accéléreront leur recrutement, ou ils adapteront. J'ai déjà parlé dans le passé qu'il faut toujours regarder éventuel de créer sa propre entreprise sur la base de votre expertise. Ça paraît logique. Vous êtes un expert dans quelque chose, vous êtes crédible immédiatement auprès de la clientèle qui recherche ce genre d'expertise, vous pouvez vous installer à votre propre compte et créer une clientèle. Ça ne marche pas toujours, ça demande une pugnacité, une étude de marché, parfois des moyens financiers que vous n'avez peut-être pas. Et puis ça demande une personnalité, une pugnacité, car il y a des hauts et des bas dans la création d'une entreprise. Mais il faut envisager cette possibilité si vous pensez détenir une expertise qui est rare sur le marché et pour lequel il y a une clientèle. Vous ne pouvez démarrer que si vous avez un ou deux clients. La semaine dernière, j'ai vu quelqu'un qui cherchait un travail de directeur administratif, et puis dans les interviews, il a vu qu'il connaissait le domaine des communications de crise, et les entreprises ont des communications de crise. Ils ont des problèmes avec le gouvernement, il y a une législation qui va supprimer une ligne de produits. Il faut un spécialiste de communication de crise pour gérer ça. Et il a eu plusieurs contrats, ce qui lui a permis de s'orienter vers la création de son entreprise dans le domaine de la communication et des affaires publiques. C'est un cas rare, mais ça existe. Une fois que vous avez fait votre auto-évaluation et votre ciblage, il faut approcher les cibles. Alors là, on a aussi des blocages. Parce que approcher les cibles, ça consiste à vaincre sa timidité, ce qui est l'inverse de la nécessité de croire en soi, d'acquérir la confiance en soi. Alors normalement, l'auto-évaluation va vous permettre d'avoir confiance en vous, parce que vous savez que vous avez 5 critères de compétences, vous avez des traits de personnalité très positifs, vous avez 4 ou 5 succès obtenus, c'est votre stock, c'est votre viatique pour la recherche d'un job. Et ça devrait vous donner confiance dans ce domaine. Malgré tout, vous avez des personnalités qui ont été élevées dans la réserve et dans la timidité. Alors je leur dis souvent, quand on interviewe des acteurs à succès sur la télévision, on leur pose la question, on dit pourquoi êtes-vous devenu acteur? Un grand nombre d'entre eux, je ne sais pas si c'est la moitié, mais je ne serais pas étonné, répond j'étais extrêmement timide quand j'avais 15, 20 ans, 22 ans. Et c'était tellement épouvantable, cette timidité, que j'ai décidé de m'inscrire à un cours d'art dramatique pour faire du théâtre, pour vaincre ma timidité. Ils ont vaincu leur timidité et ils sont devenus de grands acteurs, cinéma, théâtre et autres. C'est une leçon. La timidité, ça s'apprend, on peut apprendre à la maîtriser. Parce que c'est une pensée négative, c'est uniquement une vision que vous avez de vous-même, un manque de confiance, et ça se vainc. Et le seul moyen de vaincre sa timidité, c'est de croire en soi et de toujours se rappeler les succès qu'on a eus, les qualités professionnelles que l'on a et les caractères, les traits de caractère positifs que l'on peut mettre en avant. Il faut se le rappeler, non pas pour faire la gloriole, mais pour acquérir la confiance en soi. Il faut dire que vous êtes devant aussi des gens qui eux aussi sont timides. Donc ils comprendront très bien cette situation. Alors, pour réussir
à approcher les gens, il faut se concentrer sur 2 réseaux sociaux. Pas trop, il ne faut pas saupoudrer. Vous pouvez aller sur Google, où vous prenez un secteur donné, et toutes les entreprises correspondant à ce secteur, que vous réduisez à un nombre gérable d'une dizaine, d'une vingtaine d'entreprises que vous ciblerez. Et puis vous pouvez prendre LinkedIn, qui est le réseau incontournable. Ceci étant, vous avez des réseaux ou des moteurs de recherche qui sont très particuliers. Vous avez celui, par exemple, de décideurs, avec des listes des meilleures d'entreprises d'une prestation donnée. Ils font des classements des firmes incontournables en matière de juridique, en matière bancaire, en matière de banque d'affaires, en matière de conseil. Et ils donnent les adresses et le nom du patron et le site web, et vous recommencez la constitution de la liste de cibles et l'approche du dirigeant en transmettant éventuellement votre message, votre pitch, indiquant ce que vous souhaitez et pourquoi vous désirez le rencontrer. Il faut connaître aussi les principaux réseaux professionnels par les associations professionnelles. Sur LinkedIn, ils ont des groupes professionnels. Ça, c'est formidable. Vous vous inscrivez et vous avez tout ce qui se passe pour une fonction donnée, un pays donné ou un groupe d'entreprises donné. Pour approcher des gens, il n'y a qu'un moyen, c'est le téléphone. Et si vous ne pouvez pas avoir la personne au téléphone, vous avez son assistante. Les gens sont pleins de bonne volonté. Vous envoyez un mail à l'assistante, ce mail étant adressé à son patron, indiquant exactement ce que vous souhaitez et pourquoi vous le contactez. Vous lui donnez le maximum d'informations sur qui vous êtes et vous lui demandez de le rencontrer. Généralement, c'est suivi des faits si l'entreprise est en expansion et a besoin de recruter des candidats qualifiés. Alors la quatrième étape, ce n'est pas une étape, ce sont les moyens de communication qui assistent fortement l'approche de votre candidature. Vous allez rédiger un curriculum vitae, une lettre de motivation, j'en ai parlé lors d'un précédent webinaire. Vous avez votre elevator pitch qui est prêt lorsque vous rencontrez quelqu'un dans une réunion professionnelle. Vous êtes prêt pour lui dire en 12 secondes qui vous êtes et ce que vous recherchez. Vous avez développé des success stories, c'est-à-dire vos histoires de succès professionnel qui vous situent dans le monde du travail. Vous expliquez, j'ai ouvert une filiale à tel endroit, ça explique qui vous êtes. Vous êtes un homme de marketing, il connaît les produits dans tel secteur, à qui on a confié une tâche de représenter la firme à l'étranger. Alors la lettre de motivation est plus difficile. La lettre de motivation, en fait, il y a 2 phrases. On peut en mettre 3 ou 4 si on veut, mais c'est 2 sujets très simples. La première, c'est qui vous êtes, votre histoire unique et votre compétence unique pour cette entreprise. Et puis la deuxième phrase, c'est pourquoi je suis intéressé par vous. Votre entreprise m'a intéressé pour telle raison. Et mon parcours
professionnel abouti logiquement chez vous. Alors, il faut faire rédiger ça par quelqu'un qui sait écrire. Si vous ne savez pas très bien écrire, vous demandez à votre entourage, il y a bien quelqu'un capable de mettre ça en forme. Mais souvent, c'est mieux que ce soit vous-même qui le rédigez, parce que ce sera plus naturel. Le CV est parfois un obstacle, parce que les gens se posent des tas de problèmes sur le CV. Par exemple, il y en a un qui est, faut-il mettre son objectif? Et puis qu'est-ce qu'on met dans l'objectif? Si vous cherchez dans plusieurs directions à la fois, vous ne pouvez pas mettre comme objectif une des directions. Ou alors il faut faire des CV qui sont à dimension variable en fonction de l'entreprise. Il y a des personnes qui sont plutôt favorables à éliminer l'objectif. Et traditionnellement, on mettait objectif professionnel, étant un spécialiste de redressement d'entreprise, je cherche pour un fonds d'investissement à être directeur financier d'une de leurs filiales industrielles pour redresser la comptabilité, les coûts et redéployer les dépenses de l'entreprise pour atteindre un objectif que le fonds d'investissement appréciera beaucoup, c'est meilleure rentabilité. Vous pouvez mettre ça. Mais ça ne s'adapte pas à toutes les situations. Donc il y a une école qui dit mettez vos qualités, car les gens jugeront si ces qualités sont intéressantes pour eux en fonction de leurs objectifs. C'est notamment ce qui se dit aux États-Unis. Moi, je suis partisan de faciliter le travail. Si vous avez un objectif clair et que c'est à 90% ce que vous cherchez, par exemple d'être directeur financier dans une affaire industrielle, filiale d'un grand groupe d'investisseurs LBO, ben, je crois que vous pouvez dire ça. Si au contraire, vous voulez laisser les gens déterminer l'objectif en fonction de vos qualités, vous mettez vos 3-4 qualités principales. Effectivement, les gens trancheront. Donc, le sujet n'est pas totalement tranché pour le cas, entre faut-il mettre l'objectif ou bien faut-il mettre uniquement ces 4 principales qualités qui vous définissent. On va aborder maintenant les blocages au niveau de l'interview. Vous avez vu les listes questions pièges. Vous ne devez pas être bloqué par les questions pièges, car vous allez rédiger une réponse. Il ne faut pas que cette réponse soit naïve. Par exemple, on vous pose quels sont vos principaux défauts. Ne sortez pas le poncif classique. Je suis un perfectionniste et parce que c'est un truc que tout le monde connaît. Vous choisissez une qualité et vous la présentez comme un défaut pour que la personne qui interviewe dise mais il est formidable ce défaut, il faudrait que tout le monde l'ait ici. Non, il faut trouver une approche un peu plus subtile. Vous choisissez des défauts en montrant combien vous êtes formé pour vous débarrasser de ce défaut, s'il existe, s'il est important. Par exemple, vous pouvez considérer que vous n'êtes pas très bon en marketing et vous avez pris un cours de publicité, de marketing, pour mieux comprendre ça, alors que vous êtes financier, mais vous êtes un financier qui veut comprendre les produits et la commercialisation. Ça, c'est très positif. Donc, vous pouvez présenter une absence de connaissance qui n'est pas importante pour le job lui-même comme un défaut. Il faut trouver pour chacune des questions pièges une réponse. Évidemment, c'est fastidieux parce qu'il y en a beaucoup, mais vous pouvez choisir 5-6 questions pièges assez classiques et être prêt à y répondre.
Alors, un blocage qui peut se produire, c'est quand et comment aborder la question de votre rémunération. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions dans un interview. Vous pouvez dire précisément la question que je viens de poser. Est-ce que vous êtes prêt à aborder la question de la rémunération? Pouvez-vous m'en dire quelque chose? À ce moment-là, il va vous demander quelle est votre rémunération. Voilà. Il faut que vous ayez étudié un peu le sujet, que vous connaissiez les rémunérations probables du poste en question, et que vous demandiez quels sont les critères, par exemple, d'établissement de la rémunération. Quelle est la partie variable? Quelle est la partie fixe? Est-ce qu'il y a des avantages? Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'aborder cette question. Et si vous demandez combien vous gagnez, vous le dites. L'argent n'est pas choquant, c'est la rémunération du travail fourni, c'est tout à fait normal que vous abordiez ce sujet. Il faut choisir un moment, il ne faut pas le faire au début. Ça paraît grotesque d'arriver et dire bonjour monsieur, combien paye ce job? Mais vous pouvez le faire à un moment donné, quand on arrive à la fin, vous sentez qu'il y a un climat assez positif, et généralement, avant de terminer, on vous dit avez-vous des questions? Vous pouvez dire oui, j'ai une ou deux questions, vous posez ces deux questions sur l'organisation de l'entreprise, sur le climat, sur la formation qu'on donnera aux nouveaux venus, etc. Et puis vous pouvez dire à propos quelle est la rémunération, comment elle s'établit, comment sont les critères. Et ça me paraît absolument pas choquant d'aborder ce sujet. Un point important, c'est d'essayer, lorsqu'on vous pose une question qui est difficile, de retourner ça sous forme de question à la personne qui interviewe. Par exemple, on vous dit quel a été votre principal échec commercial? On a tous des échecs, des propositions qui ont été rejetées, des devis qui étaient mal fichus. Vous expliquez l'histoire, vous dites ça nous a appris comment il fallait aborder ce client, mieux étudier le prix, etc. Et vous pouvez, ayant donné votre réponse, dire et vous, dans votre entreprise, comment établissez-vous les devis? Nous, on a échoué sur cette opération parce qu'il y avait manque de flexibilité pour modifier les prix. Il fallait un accord de la direction générale, c'était très compliqué, très rigide comme approche. Et vous, comment procédez-vous? Ça permet d'avancer bien les choses dans une conversation qui fait que dans l'inconscient de la personne qui vous interviewe, vous êtes déjà presque dans l'entreprise en train de dialoguer sur des politiques de l'entreprise. C'est beaucoup mieux que d'être un candidat qui répond aux questions. J'ai indiqué qu'il fallait, après avoir abordé les questions sous forme de conversation, il faut essayer d'installer un rapport dans la durée en disant bon, j'espère que je serai retenu pour ce poste et que vous considérerez ma candidature. Mais si par hasard le poste, je suis en dessous ou en dessus, ou que je devais refuser le poste, ou que vous ne deviez pas me le proposer, je voudrais garder un contact avec vous pour échanger sur divers sujets, car on a toujours intérêt à se partager des informations. Et il faudrait essayer d'enrichir, au fond, votre réseau du contact que vous avez eu lors de l'interview, et que ça ne s'arrête pas là pour toujours. Ça me paraît essentiel, si la personne vous intéresse, bien entendu. Si elle vous paraît sans intérêt, banal, vous laissez tomber.
j'ai abordé donc aux diverses étapes de cette recherche de job, qui est une vraie chasse de tête à l'envers, chasse d'un employeur. L'employeur ne sait pas qu'il est chassé, mais vous avez fait une vraie chasse. Alors ça ne marche que si vous prenez des initiatives, si vous n'êtes pas passif. La passivité, ça consisterait à envoyer un curriculum vitae, des annonces. Et c'est pas comme ça que ça marche. Ça peut marcher, il ne faut pas non plus rejeter. Vous pouvez aussi écrire 25 lettres aux 25 meilleurs chasseurs de tête que vous aurez identifiés dans l'annuaire que j'ai recommandé, qui est le CERCOM, qui ne coûte rien du tout, il coûte 5 ou 10 euros. Vous pouvez envoyer 25 lettres et répondre à une dizaine d'annonces et vous inscrire sur les réseaux principaux, les moteurs de recherche de job. C'est pas mauvais, vous pouvez le faire, envoyer votre CV et donner tous les éléments d'information. Mais la recherche active par la méthode Happy Job est la seule qui aboutisse à ce qu'on appelle un épanouissement dans un job, parce qu'elle tiendra compte de vos valeurs, de votre compétence et de votre personnalité. Et vous ne cherchez pas juste un job, vous cherchez un épanouissement de vie. C'est très important de distinguer les deux. J'ajoute qu'il n'y a pas de contradiction entre rechercher l'épanouissement et rechercher la rémunération. Car lorsqu'on est épanoui, on est heureux. Quand on est heureux, en plus en famille, et qu'on a un job qu'on trouve formidable, on réussit. Et donc on est mieux rémunéré parce que vos patrons futurs voient en vous du potentiel qui monte, qui monte, qui monte. On a examiné la plupart des blocages. Le plus important, celui de la confiance en soi, et de vaincre la timidité, car les gens qui reçoivent un appel ne vous reprocheront jamais d'avoir appelé. Au contraire, je trouve tout à fait normal qu'on les appelle. Ils ne seront peut-être pas disponibles, ils vont peut-être vous envoyer à quelqu'un d'autre, vous allez peut-être être baladé, et alors? Et puis il faut vous raisonner de la façon suivante. Vous avez une cible, Monsieur X. Vous vous demandez si ce n'est pas le meilleur job pour vous de l'approcher, de le rencontrer, de l'informer. Si vous ne l'approchez pas par timidité ou manque de confiance en vous, c'est comme si vous aviez obtenu une réponse négative. C'est dommage, car il vous aurait peut-être accueilli à bras ouverts. C'est pas vous qui décidez si lui va rejeter votre candidature. C'est lui. Et lui, vous ne savez pas ce qu'il pense. Le seul moyen de savoir ce qu'il pense, c'est de le rencontrer ou de lui écrire. Nous sommes maintenant au XXIe siècle, bien entamé, de 20 ans. On ne fonctionne plus comme avant, où on était timide, timoré, présenté par quelqu'un, à des inconnus, il fallait être très recommandé. C'est fini tout ça. Vous apportez des compétences, ces compétences, l'entreprise les recherche, vous vous demandez à les rencontrer, en fait, vous leur faites une faveur. Il ne s'agit pas d'être arrogant, il ne s'agit pas d'être arrogant, je veux dire, mais vous offrez à l'entreprise qui est demandeur une opportunité de solution à ses problèmes, en apportant votre compétence et votre expérience. Vous n'avez aucune raison de manquer de confiance. On va aborder maintenant les questions des membres. Il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais je suis à votre disposition, vous le savez. Vous pouvez m'écrire et poser vos questions et j'y répondrai. Pierre a posé une question.
Quelle est la durée moyenne d'une campagne de recherche de job? Alors, c'est un peu comme de poser la question, quelle est la longueur d'une corde ou d'une ficelle? Mais il y a des moyennes. La question n'est pas absurde, elle est très légitime. Il y a des moyennes. Il me semble que 2 mois et demi est un peu un minimum, car il faut avoir fait les 5 étapes, il ne faut pas brûler ces étapes. Il faut le ciblage doit être très bien fait, les approches également, il faut fignoler tout ça. Les interviews, ça met du temps, c'est pas nécessairement là où vous êtes, c'est dans une autre ville, pour voyager. 2 mois et demi me paraît un temps minimum. Il y a des cas, vous commencez l'auto-évaluation, vous avez informé vos amis que vous cherchiez un travail, on vous approche, vous avez un job, et en 48 heures, vous êtes engagé. Tant mieux, vous n'allez pas dire je vais attendre 2 mois et demi pour donner ma réponse. Non, vous avez résolu le problème, il est résolu. La durée moyenne de recherche d'un job de cadre supérieur, c'est 4 à 6 mois. Pour un directeur général ou un président, ça peut être de 3 mois à 1 an. Et même, j'ai vu davantage. Il ne faut pas vous en offusquer. Je recommande souvent de prendre des études temporaires ou des missions temporaires pendant cette période pour que, à tiers de temps, vous ne perdiez pas la main sur ce qu'est un travail. Et quoi que vous fassiez, il y a des postes où ce n'est pas choquant que ça mette 1 an. C'est l'occasion d'ailleurs pour vous de changer de secteur, d'aller dans des entreprises de croissance, d'aller éventuellement à l'étranger, de faire tous vos projets, tous vos idéaux, de revenir un peu à l'origine de ce qui est vous-même, pour tenter d'autres pistes, d'être créatif. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, si vous avez des raisons d'être bloqué ou en difficulté, ou qu'il y a une obscurité dans notre programme, on peut toujours améliorer. Je serai très heureux d'avoir votre retour. Je vous souhaite une excellente journée et tous mes voeux de succès dans votre recherche.